Donc le programme d'aujourd'hui pour toi est vraiment délicat parce qu'il s'agit de faire une sorte de portrait de cette manière d'aborder la laïcité à travers disons justement, le discours des élites universitaires, qui tous se prévalent de leur grand savoir, mais bien souvent, leur grand savoir cache parfois des intentions plus politiques. Et c'est de ce débat-là, de cette querelle dont tu vas nous parler. Et je te laisse donc tout de suite la parole pour le temps que tu veux, et puis on prendra comme d'habitude le temps de la discussion. Merci beaucoup. Merci à toi, cher Pierre-Henri. Donc, je te retourne le cher et il n'est pas du tout galvaudé. C'est pas du tout une simple formule. Merci également, cher Éric Deschavannes. Merci au Collège de philosophie de me donner donc l'opportunité de traiter devant vous cette question des querelles universitaires sur la laïcité. Alors, tu évoquais mes futurs livres. Il y en a un certain nombre qui sont en chantier, mais parmi eux, je prépare une histoire politique de la laïcité qui paraîtra en octobre prochain, chez le même éditeur d'ailleurs que l'histoire des élites, passé composé. Et il est évident que cette question sera présente dans le livre, mais je vous remercie parce que sans la commande que vous m'avez passée, je ne serais pas allé autant au fond des choses sur cet aspect des universitaires. Je n'aurais pas également abordé les choses de la manière dont je vais le faire ce soir. Alors, à quand remonter pour aborder ce sujet? Un historien, je suis historien, tu l'as rappelé, qui plus est un 19e, est tenté de remonter très haut à la mise en place de la laïcité républicaine lors des premières années de la Troisième République, dans les années 1871-1914, lorsque s'affrontaient, pour faire simple, les républicains et les cléricaux, y compris d'ailleurs dans les facultés, hein, faculté de droit, faculté de sciences humaines, etc., autour de l'école. Et puis, vous le savez, à partir de la fin des années 1890 et dans la première décennie du XXe siècle, autour de la séparation des églises et de l'État. Mais ce n'est évidemment pas ce que je ferai ici. D'autant plus que la question de la laïcité s'est ensuite, vous le savez sans doute, apaisée avec la Grande Guerre et dans l'entre-deux-guerres. Il a pu y avoir ensuite quelques poussées de fièvre, et je pense à deux symétriques en particulier. L'adoption de la loi Debré sur le financement des écoles privées sous contrat en 1959, avec, vous le savez, une montée au créneau de la gauche, y compris à l'université, de tous les partisans de la laïcité, du Comité national d'action laïque qui avait été fondé quelques années plus tôt, de la Fédération de l'éducation nationale, la FEN en particulier. Et puis, de l'autre côté, après la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de mai 1981 et la tentative de mise en place par le gouvernement socialiste d'un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale avec le projet de loi Savary, dans la continuité du programme commun de la gauche de 1972 et de la 90e des 110 propositions du candidat à l'élection présidentielle François Mitterrand, eh bien, ça a suscité une levée de boucliers à droite, de grandes manifestations au cours du printemps 1984, et puis finalement un abandon par le président Mitterrand à l'été 84 de ce projet de loi. Et on a eu le sentiment à ce moment-là d'un apaisement. Notons d'ailleurs que les débats d'alors, qui ont été extrêmement vifs à l'Assemblée nationale et au Sénat, au Parlement, n'ont absolument pas eu d'équivalent à ce moment-là dans les milieux universitaires. On en a très peu parlé. Bon, j'étais étudiant, j'étais de l'autre côté à ce moment-là, je n'étais pas encore enseignant, mais il y avait peu de débats autour de ces questions-là. D'autres questions agitaient les milieux estudiantins à l'époque. En 1989, donc seulement 5 ans plus tard, la République, vous le savez, célèbre en grande pompe le bicentenaire de la Révolution française, mais aussi à travers lui des Lumières, des droits de l'homme, de l'universalisme, des valeurs et des principes républicains, dont la laïcité. On fait en quelque sorte un amalgame, même si la laïcité républicaine s'entend plutôt après. Et c'est alors que la question de la laïcité va refaire surface au prisme, cette fois-ci, de l'islam. Et depuis, vous le savez, cette question de la laïcité au prisme de l'islam occupe une très grande partie du débat intellectuel français
et de l'espace médiatique. D'une certaine façon, nous ne cessons de rejouer éternellement ce qui s'est noué alors, même si, on en est bien d'accord et on va le voir, le contexte a changé depuis, même si les acteurs et les actrices ne sont plus forcément tous les mêmes, même si les objets de la discorde, si j'ose dire, ne sont plus aussi tout à fait les mêmes, quoique, vous avez peut-être vu ce sondage de l'IFOP d'avant-hier sur ce que pensent les lycéens de la laïcité, et vous avez peut-être entendu les débats qui ont eu lieu depuis 2 jours sur le sujet. Alors nous autres historiens aimons bien, vous le savez, la chronologie. Et je ne vais pas ici déroger à la règle en vous proposant en effet un déroulé chronologique, mais pour tenir le temps imparti, qui est très court au regard d'autres conférences, et de manière à ce qu'ensuite il y ait bien évidemment un débat, peut-être je l'espère des questions, et ne pas également vous lasser trop vite, je vais me concentrer sur certains moments et débats significatifs. Je vais commencer par un focus sur le moment 89, qui est, vous allez le voir, j'ai insisté dessus, tout à fait fondamental. Je balayerai ensuite plus rapidement les 30 années qui suivent, avec quelques brefs coups de projecteur sur des débats universitaires et un peu en dehors de l'université, des débats intellectuels que je juge significatifs. Et puis, bien évidemment, dans une troisième partie, je terminerai par le moment que nous sommes en train de vivre. Alors, pour cette présentation, je me suis plongé ou replongé dans les travaux et les prises de position médiatiques d'une cinquantaine d'universitaires français de 8 disciplines: la sociologie, la science politique, le droit, la philosophie, l'anthropologie, l'histoire, j'en oublie deux, les sciences de l'éducation et les lettres. Et vous allez voir qu'au fil de mon propos vont apparaître, je ne pourrais pas bien évidemment vous citer les 50, mais que les plus connus, les plus impliqués dans les débats apparaîtront. Les noms ne vous sont bien évidemment pas étrangers. Alors en effet, toutes les disciplines de ce que l'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales, sont traversées à des degrés divers par d'importants clivages sur la laïcité, même s'ils sont plus ou moins forts selon les disciplines, que telle discipline penche, je dirais, vers tel camp, et que telle autre discipline, plus rare, penche vers tel autre camp. Il y a une dissymétrie qui va ressortir de mon propos. Alors commençons par ce qui se joue en 1989. C'est, vous le savez, l'affaire des foulards de Creil, et c'est indéniablement un tournant majeur, comme l'a montré récemment, je crois qu'il a paru il y a 1 an et demi, un livre que mon collègue de l'INSPE d'Amiens, Ismaël Ferrat, et mon collègue de l'université d'Amiens, Xavier Boniface, ont fait paraître sous le titre Les foulards de la discorde. Bon, le livre est assez neutre, il peut être contestable sur certains points, il peut être rapide sur d'autres, mais en tout cas, je crois qu'il montre de façon très pertinente qu'il y a un avant et un après 1989. Enfin, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. Alors, il faut bien comprendre que si la question de la laïcité tend aujourd'hui à se confondre presque exclusivement, pas uniquement, mais presque exclusivement avec celle de l'islam, cela n'a pas été le cas, je le disais tout à l'heure, et il ne l'était pas encore au début des années 80. Là, quelque chose se joue dans ces années 80, c'est l'époque du malaise des banlieues, mis en lumière par les émeutes de Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, en 1980. C'est l'émergence d'un questionnement sur l'immigration. C'est aussi l'arrivée, vous le savez, sur la scène politique nationale du Front National. Jusque-là, le Front National avait été créé un peu moins de 10 ans plus tôt, il n'était qu'un micro-parti, et il va remporter, ça va être un cataclysme, bien évidemment, médiatique, et même qui va passer nos frontières, en 1983, les élections municipales dans la ville de Dreux. C'est la marche des beurs pour l'égalité et contre le racisme, toujours en 1983, et la création, l'année d'après, d'SOS Racisme. Mais dans cette question de l'immigration maghrébine et du malaise des banlieues, l'islam n'est qu'un paramètre parmi d'autres. J'en veux pour preuve que le Front National ne fait lui-même de l'islam, à l'époque, qu'un facteur aggravant d'une assimilation compliquée, comme il l'a défini.
À ce moment-là, le FN, canal historique, canal Jean-Marie Le Pen, si j'ose dire, est plutôt proche du catholicisme intégriste, où il compte de nombreux partisans. Et il n'est absolument pas un farouche partisan, au contraire, de la laïcité. Il va d'ailleurs très très peu sur ce terrain quand on se replonge dans les prises de parole de Jean-Marie Le Pen et dans les articles des journaux qu'édite le parti. Et pourtant, en janvier 83, au cours des grèves dans l'industrie automobile, on voit pour la première fois de notre histoire des revendications d'ouvriers musulmans qui réclament l'aménagement de leur temps de travail et d'espace dans l'entreprise, à Renault, à Flins par exemple, hein, pour pouvoir prier. Mais cela passe à l'époque totalement inaperçu, comme la création, la même année, de l'Union des organisations islamiques de France, la fameuse UOIF, depuis extrêmement médiatisée. Euh, alors, l'UEF, dès cette époque, entend pourtant déjà islamiser les codes vestimentaires et la vie quotidienne pour faire droit à l'identité musulmane. C'est l'émergence d'un droit à la différence. C'est aussi le moment, et ça, je me rapproche petit à petit de notre sujet, où un débat s'ouvre au sein même de la gauche, parmi les partisans de la laïcité, dans les milieux universitaires, y compris même au sein de la Ligue de l'enseignement, qui est née sur cette base laïque. Hein. Certains, dans cette ligue, dans ces milieux de gauche, sont en train de reconsidérer leur position d'égalité républicaine et estime qu'un traitement différent et empathique doit s'appliquer à l'islam, religion du dominé et du souffrant, considéré comme un élément culturel avant tout. Alors ça, c'est très nouveau. Hein. On peut rappeler que déjà, au moment de la révolution islamique en Iran, en février 1979, certains intellectuels, mais rares, pour la conférence d'aujourd'hui, je me suis replongé dans les textes. Je pensais qu'il y avait plus d'intellectuels qui avaient pris position en faveur de l'ayatollah Khomeini que ça. En fait, il y en a assez peu. Il y a Sartre, il y a Lévinas, Emmanuel Lévinas. Il y a surtout, bien évidemment, je vais revenir sur lui, Foucault, qui se sont enthousiasmés. Et dans leur sillage, un certain nombre d'intellectuels et d'universitaires de moindre envergure, mais ils sont encore peu nombreux. Selon ces universitaires, ces intellectuels, les musulmans sont destinés à devenir le prolétariat de substitution, les nouveaux damnés de la terre qui ébranleront le capitalisme mondial. Et il faut relire ici une tribune que Foucault avait publiée dans le grand journal italien Le Corriere della Sierra quelques semaines avant, je crois que c'est en novembre 1978, hein, et le renversement du Shah par l'ayatollah Khomeini était déjà dans l'air, hein, 3 mois avant qu'il n'advienne. Et voilà ce qu'écrit Michel Foucault. C'est important, je me permets de vous le lire parce que ça va rejouer bien évidemment ensuite. C'est l'insurrection d'hommes aux mains nues qui veulent soulever le poids formidable qui pèse sur chacun de nous, mais plus particulièrement sur eux, ces laboureurs du pétrole, ces paysans aux frontières des empires, le poids de l'ordre du monde entier. C'est peut-être la première grande insurrection dans les systèmes planétaires qui est en train d'advenir, la forme plus moderne de la révolte et la plus folle. Voilà ce qu'écrivait Michel Foucault. Alors, quel aveuglement, dira-t-on, et pourtant, on le sait et on va le voir, de tels discours ont été repris depuis, sans l'excuse que pouvait avoir Michel Foucault, du « je ne savais pas ». Ce milieu des années 80 est enfin le moment où la laïcité commence à recevoir de multiples épithètes, et en particulier où réapparaît l'expression de laïcité ouverte. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas notre pure contemporaine, cette expression, puisqu'on l'utilisait déjà au moment de la loi de séparation des églises et de l'État, comme Jean Bobéro l'a rappelé dans des livres très sourcés, hein, mais à l'époque, cette expression était très minoritaire, très peu usitée. Alors, Jean Bobéro, justement, dans ces années 80, lui qui est conseiller de Mitterrand pour la laïcité, du président Mitterrand, bientôt titulaire, je crois que c'est en 91 ou 92 qui le devient, de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité
à l'école pratique des hautes études et quelques années encore après, directeur de cette école pratique des hautes études à la Sorbonne, va populariser cette expression de laïcité ouverte, hein, la première des laïcités à épithète, mais il y en aura bien évidemment, vous le savez, beaucoup d'autres, hein, la laïcité inclusive, etc. etc. Hein. Alors, un petit aparté sur Jean Bobéro, parce qu'il est quand même assez central dans la conférence du jour. Il y a deux Jean Bobéro. Hein. Il y a le Jean Bobéro des travaux sur l'histoire de la laïcité, en particulier la loi de 1905. Hein. C'est un Jean Bobéro qui fait autorité. Hein. Franchement, pour avoir lu énormément de ses ouvrages et de ses articles, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et puis, il y a le Jean Bobéro des prises de position qui relèvent souvent de la militance et même d'une certaine façon, il faut le dire ici, du dévoiement de l'histoire. Comment affirmer, comme le fait Jean Bobéro, parfois à la télévision ou dans des articles, qu'il existe plusieurs formes de laïcité qui se sont succédées, voire qui se sont affrontées en France, ce qui est vrai, hein, et par ailleurs que la loi de 1905 représente l'alpha et l'oméga de la laïcité française, dont il ne faudrait pas sortir pour aller plus loin si c'est nécessaire. Donc là, on pourra en rediscuter peut-être tout à l'heure, me semble-t-il, un problème de son argumentaire qui est trop peu soulevé par ses contradicteurs. Alors, je reviens aux années 80, dans ce contexte encore globalement serein, il faut le dire, et où n'apparaissent que quelques signaux faibles, va éclater cette fameuse affaire du voile. Hein. Alors, je rappelle très, très brièvement les faits. L'exclusion par le principal de l'un des collèges de Creil de 3 jeunes filles, 2, je crois, d'origine turque et une d'origine algérienne, qui ont refusé d'ôter leur hijab, hein, pour entrer dans l'établissement, assister à des cours. Nous sommes en octobre 1989. Et le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, va accorder au nouvel observateur un entretien dans lequel il reconnaît que le port du voile dans un établissement public pose problème, mais il soutient dans le même temps que voilà, un dialogue doit s'instaurer entre le principal, l'administration et les parents. Si le différend persiste, eh bien, il faut accepter de réintégrer les jeunes filles, même avec leur voile, hein, parce que c'est la priorité de l'éducation. Et bien évidemment, c'est un signal que l'État, au bout du compte, dans tous les cas de figure, cédera sur cette question. Et de fait, le Conseil d'État, qui va être, vous le savez sans doute, consulté à plusieurs reprises dans les mois qui vont suivre, va rendre des avis en s'appuyant sur la loi de 1905, en quelque sorte avec la caution du ministre Lionel Jospin, et il posera que la liberté d'expression et de manifestation des croyances religieuses autorise le port des signes religieux, y compris dans les établissements scolaires. Et c'est là que vont intervenir nos universitaires. Alors ça aussi, c'est bien connu, mais il faut le rappeler dans une telle conférence. Dans le Nouvel Obs, toujours le Nouvel Obs, du 2 novembre 1989, va paraître un article intitulé « Prof, ne capitulons pas ». Il est signé par 5 philosophes de gauche, je vous les rappelle, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kinsler. Alors à l'époque, une seule a une position universitaire, institutionnelle, c'est Elisabeth de Fontenay, qui est maître de conférence à la Sorbonne, à Paris 1. Par la suite, Catherine Kinsler et Régis Debray obtiendront des postes de professeurs des universités. Et dans leur tribune, dans leur article, les 5 dénoncent un Munich de l'école républicaine, l'expression est extrêmement forte. Hein. Donc, si vous voulez, Munich, c'est quoi? C'est la référence à la renonciation par les démocraties devant Adolf Hitler. Hein, rien que ça, hein, on baisse donc les bras. L'article insiste sur le symbole symbolique du voile islamique, qui est un signe de soumission, écrivent les 5 auteurs, de la femme, et la nécessité de protéger les petites filles et les adolescentes contre la loi qui pèse sur elles, des pères et des grands frères. La tribune souligne que la laïcité ne peut se contenter de signifier la neutralité des agents du service public, comme le dit la loi de 1905, mais doit aussi faire de l'école un espace autonome, libéré. Et cet article va immédiatement susciter, dès sa parution, une levée de bouclier d'une partie de la gauche
qui parle, et là aussi l'expression est très forte, et elle n'est pas anodine, elle renvoie au Munich de l'école républicaine, qui parle, cette gauche-là, de Vichy, Vichy de l'intégration. Le débat reste encore, il faut le signer à ce moment-là, circonscrit dans les milieux intellectuels et les milieux universitaires de gauche. C'est aussi dans le Nouvel Obs que Régis Debray, quelques semaines plus tard, va publier, vous le savez, alors quand je dis quelques semaines plus tard, c'est dans le même mois, j'ai plus de la date en tête, mais c'est fin novembre 1989, son très grand article où il oppose les républicains et les démocrates. Êtes-vous démocrate ou républicain? Et il y oppose, je cite, l'idée de république issue de la Révolution française et l'idée de démocratie telle que le modèle l'histoire anglo-saxonne. Et puis il a cette formule, alors l'article est très très long, hein, il fait je ne sais plus de 30 000 signes, mais il a cette formule qui va devenir très très célèbre rapidement. La République, c'est la liberté plus la raison, l'état de droit plus la justice, la tolérance plus la volonté. Je répète, hein, la République, c'est la liberté plus la raison, l'état de droit plus la justice, la tolérance plus la volonté. La démocratie, donc il oppose, hein, la démocratie, dirons-nous, c'est ce qui reste d'une république quand on éteint les lumières. Alors la formule est jolie, elle est frappante, elle va choquer, bien évidemment. Et il ajoute encore, l'idée universelle régit la République, l'idée locale régit la démocratie. Son opposition entre deux idéotypes est outrée, mais indéniablement, mais elle a le mérite de pouvoir identifier deux camps, un clivage que l'on retrouve, il faut le dire, à cette époque-là et depuis une quinzaine d'années à l'époque, hein, fin des années 60, début des années 70, chez les philosophes politiques anglo-saxons, entre ceux qu'on appelle les communautariens et ceux qu'on appelle les libéraux. Alors attention, les deux mots sont un petit peu des faux amis, hein, parce que communautarien chez les anglo-saxons, en particulier les Américains, c'est ce que nous appellerions les républicains, les partisans de la République. Hein. Bon, et les libéraux, là, vous identifiez mieux, même si, vous savez, le libéralisme anglo-saxon va plus loin que celui que nous avons en usage chez nous. Donc, entendons par communautarien, par républicain, les partisans d'une société de citoyens où l'État est là pour garantir le bien commun, et à l'inverse, du côté des libéraux, les partisans d'une société d'individus structurée par le droit et le juste, et non forcément par le bien commun, et où l'État intervient peu. Alors, tenant de cette seconde école, de l'école libérale, Charles Taylor, alors professeur de philosophie et de sciences politiques, c'est un Canadien anglophone, Charles Taylor, à l'université McGill, hein, à Montréal, qui est tout à fait emblématique de cette façon de voir, hein, qui est une autorité dès ces années-là et qui le deviendra plus encore ensuite. Et au Québec, il est l'un des grands défenseurs de ce qu'on appellera les accommodements raisonnables et de l'interculturalisme. Il publie plusieurs grands livres. En 1989, La formation de l'identité moderne. En 1992, Multiculturalisme. Alors, je simplifie moi-même un petit peu comme le fait Régis Debray, hein, dans sa fameuse tribune, hein, puisque bien évidemment, il existe de multiples voies, de multiples intermédiaires entre ces deux polarités, ces deux idéotypes un peu caricaturaux. Il y a des universitaires qui sont sur la ligne dure d'un côté, d'autres qui sont sur la ligne dure de l'autre, mais la plupart oscillent en général entre les deux. Mais c'est très important de vous dire ça parce que bien évidemment, tous les débats ultérieurs dont je vais maintenant vous parler vont rejouer ce débat initial sur le port du voile islamique entre ces deux courants universitaires, une liberté à protéger par la démocratie pour les uns, un signe de soumission incompatible avec les valeurs de la République pour les autres. Alors, dans la continuité de ce débat, en 1991, autour de Régis Debray, avec le soutien du Grand Orient de France, donc de la principale obédience
maçonnique française, va se constituer le CLR, hein, que je pense la plupart d'entre vous connaissez, le Comité Laïcité République, qui est une association loi 1901, et dont le président originel est l'historien et académicien Claude Nicolet, très très grand historien de la République romaine antique, mais également de la République, la troisième, la quatrième et la cinquième, auteur d'une somme qui fait autorité, qui s'appelle l'identité républicaine, et qui a publié quelques années plus tôt un grand livre lui-même sur la laïcité. Dans ce comité laïcité et république, un très grand nombre d'universitaires, ils cherchent à imposer, si vous voulez, ce comité, et ils vont y parvenir, laïcité et république, comme un lieu important du débat laïque, autour de l'idée que la laïcité n'a pas besoin d'une épithète, et ne se résume pas à la loi de 1905, mais est aussi, bien évidemment, un très grand principe philosophique, donc qui va bien au-delà de lois et de règlements. Et c'est ce comité, vous le savez, donc là je quitte un peu le cadre chronologique, qui décerne depuis 2003 le fameux prix de la laïcité. Alors, deuxième temps, je serai plus bref dans mes deux parties suivantes, la deuxième et la dernière. Depuis 1989, c'est la deuxième partie, nous rejouons le même débat à plus grande échelle à mesure que les problèmes montent. Après plusieurs arrêts du Conseil d'État, affirmant tous que le fameux foulard ne peut être considéré, je cite, comme ostentatoire ou revendicatif à l'école, même alors que le ministre François Bayrou, en 1994, en septembre 1994, avait proposé de l'interdire dans une circulaire pour éviter de légiférer, il est désavoué par les avis successifs du Conseil d'État. Et quand il est élu, le président Jacques Chirac, enfin il va mettre un certain temps, c'est plutôt quand il va être réélu, pour être très précis, en 2002, qu'il a décidé de trancher dans le vif, de sortir de l'impasse et de nommer une commission pour réfléchir sur les conditions de l'application du principe de laïcité à l'école de la République. C'est la Formule 1, l'application du principe de laïcité à l'école de la République. Alors, j'insiste sur ce point parce que la question est doublement importante pour notre propos. D'abord parce que c'est seulement la deuxième fois, après l'épisode que j'évoquais en introduction de 80-84 et le projet Savary, que l'on envisage de compléter la laïcité depuis la loi de séparation de 1905, et ensuite, et là je suis au cœur de notre sujet du jour, parce que des universitaires vont être associés d'emblée au processus voulu par le président Chirac. La commission est certes présidée par un non-universitaire, Bernard Stasi, qui est un homme politique, modéré de centre-droit, ancien ministre, ancien député, et pour l'heure, médiateur de la République. Et c'est au titre de médiateur de la République qu'il est chargé de présider la commission. Mais avec Bernard Stasi, vous avez 20 membres, enfin 19 membres plus lui, 50% d'universitaires. 50% d'universitaires. Et en outre, et c'est ça qui est tout à fait fondamental, une commission qui est vraiment pluraliste, qui n'a aucune doctrine préétablie. On va retrouver tous les courants. Alors, je vous cite quelques noms pour vous le montrer. Vous avez des républicains attachés à la laïcité stricte, comme Régis Debray, qu'on a déjà cité, ou le philosophe Henri Peña-Ruiz, je reviendrai sur Peña-Ruiz tout à l'heure, qui est un normalien, qui est un agrégé de philosophie, maître de conférences à Sciences Po Paris, auteur d'une thèse intitulée Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité, qui a reçu 2 ans plus tôt le prix de l'instruction publique, mais aussi parallèlement à côté, l'historien catholique René Raymond. Alors, on ne le définit pas comme historien catholique, c'est un historien avant tout, mais il se trouve que il a des convictions religieuses, vous le savez, il est profondément catholique, René Raymond. Le philosophe et islamologue algérien Mohamed Harkoun, qui est un modéré, un islamologue extrêmement modéré, mais qui n'est pas, franchement, quand on regarde les choses de près, quand on se plonge dans ces textes, un partisan effréné de ce que l'on appelle la laïcité à la française. Jean Bobéro, que j'ai déjà beaucoup cité, le politologue et historien Patrick Weil, alors, qui est très impliqué en politique, mais qui est dur à situer, puisque proche du PS, membre du Haut Commissariat à l'intégration au moment où il va intégrer cette commission, mais aussi par certains côtés
proche de Jean-Pierre Chevènement, donc sur une ligne plus, je dirais, laïcité républicaine telle qu'on peut l'entendre, et pour certains points proche d'ailleurs de Bobéro. Dans les débats, il sera assez proche de lui. Et puis vous avez également parmi les universitaires 2 ou 3 démocrates multiculturalistes, hein, comme le sociologue bien connu Alain Touraine. Donc, vous voyez, vraiment, on a voulu se couvrir, ne pas être taxé, je dirais, de parti pris, en faisant appel à tous les courants universitaires de la laïcité, différentes conceptions de la laïcité. Alors, la commission, en outre, va procéder à de très nombreuses auditions d'acteurs de terrain et de spécialistes, en particulier d'universitaires. Et finalement, elle va proposer d'étendre, c'est très important, le territoire de la laïcité. Sa proposition emblématique, vous le savez, qui va être approuvée à l'unanimité, à l'exception du seul Jean Bobéro, hein, c'est l'interdiction générale des signes religieux ostentatoires dans l'espace scolaire. Et certaines de ces autres préconisations, celles-ci, mais d'autres, vont être retenues dans la fameuse loi de mars 2004, adoptée à une très grande majorité, grâce au ralliement du Parti socialiste, il faut le dire, à la majorité UMP, hein, donc je dirais un consensus dans les 2 grands partis qu'on appelle les partis de gouvernement à l'époque. La proposition n'est guère, enfin le projet de loi, pardon, excusez-moi, n'est guère combattu que par les Verts, par la Ligue communiste révolutionnaire, qui n'a pas de député, et par le Front National. Ça, c'est très intéressant, qui n'a pas encore opéré sa mue, son tournant laïque. J'insiste sur ce point, vous verrez bientôt pourquoi. Alors, les adversaires de la loi, Jean Bobéro en tête, présentent celle-ci comme une vraie rupture avec l'esprit libéral de 1905. Il parle, Jean Bobéro utilise l'expression de nouvelle laïcité, et Bobéro publie à cette occasion une lettre ouverte pour expliquer son vote et se démarquer de ses 19 autres collègues qui, eux, ont voté les préconisations. Il est aussi, Jean Bobéro, l'un des aspirateurs et le co-signataire, 1 an plus tard, de la Déclaration universelle sur la laïcité, qui va être souscrite par 250 universitaires de 30 pays à travers le monde. Vous retrouvez cette Déclaration universelle sur la laïcité dans le journal Le Monde. Et Bobéro prône une convergence des modèles, donc si vous voulez, éloigné, hein, de la laïcité à la française, comme on dit, hein. Mais d'autres universitaires sont beaucoup plus radicaux que lui, hein, et ils voient cela, dans la loi de 2004, une atteinte aux libertés publiques et aux droits de l'homme. Mais là où le bât blesse pour eux, c'est que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, on pourra reparler de la CEDH, juge parfaitement licite la loi de 2004, et que le Conseil d'État, eh bien, adapte sa jurisprudence sur cette loi de 2004. Et non seulement la loi de 2004 n'a donné lieu à aucune contestation violente, mais elle a permis de résoudre en fait tous les incidents qui sont apparus depuis, et au total, elle a permis de faire retomber, je dirais, la pression. Alors, il n'en demeure pas moins que la loi de mars 2004, comme celle d'octobre 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public, va être présentée dans un grand nombre de milieux universitaires comme des lois islamophobes. Et d'ailleurs, c'est au moment des débats sur la première loi, celle de mars 2004, que va apparaître le fameux collectif contre l'islamophobie en France, le fameux CCIF, et qui va commencer à trouver ses premiers relais dans le monde universitaire. Il va en être de même du mouvement des indigènes de la République qui naît en 2005 et qui va devenir en 2008 le PIR, le Parti des indigènes de la République, menant l'attaque contre l'État français, la République, le colonialisme d'hier, mais aussi le colonialisme d'aujourd'hui, dit le PIR, hein, et à travers eux, bien évidemment, l'attaque contre la laïcité. Et c'est surtout à ce moment-là, on le connaissait avant, mais à ce moment-là, qu'émerge sur la scène médiatique française une figure universitaire d'envergure internationale, c'est bien sûr Tariq Ramadan.
Tariq Ramadan, vous le savez, c'est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, Hassan el-Banna. Il est bardé de diplômes internationaux, à commencer par des diplômes de la prestigieuse université du Caire, l'université Al-Azhar, qui fait autorité en termes d'islamologie. C'est un excellent orateur, un charmeur, le mot est un peu malheureux, bon, vous savez pourquoi, mais bon, un charmeur indéniablement, qui devient professeur d'études islamiques à Oxford, qui est invité dans un premier temps par l'ancien Premier ministre Tony Blair dans une commission parce qu'il y a les fameux attentats de Londres, et il séduit les Britanniques à tel point qu'une chaire est obtenue pour lui, une chaire d'islamologie financée par le Qatar. Alors, ça m'amène au double discours comment dirais-je, de Tariq Ramadan, puisque Tariq Ramadan, dans les médias, vous le savez, c'est le défenseur d'un islam modéré. Il est très habile débatteur et donc il lamine littéralement tous ses contradicteurs dans les débats. Vous les voyez sur YouTube, je vous invite à les regarder. Personne ne résiste en fait à son argumentaire, ou quasiment personne. Mais là où le bât blesse, c'est que lorsqu'il fait des conférences, dont certaines sont filmées, et vous les voyez aussi sur Internet, il est beaucoup plus radical. Il est très proche de l'émir du Qatar, puisque la fameuse chaire d'Oxford est financée par le Qatar, et il l'a été du fils et du GIA algérien 15 ans plus tôt. Alors cela lui vaudra d'être accusé par certains de taquilla, de dissimulation, de double langage, mais cela n'entame pas son succès, et on sait comment. C'est en fait une série d'accusations pour viol qui le fera finalement tomber de son piédestal il y a 3 ans et demi. Alors, je termine cette deuxième partie en disant que dans ces années 2000, toutes les affaires qui ont trait à la laïcité ont désormais un écho dans certains milieux universitaires et sont systématiquement lues au prisme de l'oppression des musulmans par les uns et de la défense de la République par les autres. Certaines de ces affaires revêtent plus d'ampleur dans les milieux universitaires, comme lorsqu'il est question périodiquement, depuis le milieu des années 2000, d'étendre encore le périmètre de la loi de 2004 à l'université, avec, et on en reparlera peut-être dans le débat tout à l'heure, c'est une question bien évidemment tout à fait cruciale de la conférence que je fais aujourd'hui, tous les problèmes que cela induit. L'affaire très complexe, par exemple, alors il se trouve que je la connais particulièrement bien, de l'IUT de Saint-Denis, à Paris 13, qui a impliqué Samuel Mayol, Jean-Loup Salzman, l'ancien président du CNU, l'affaire plus récente de la vice-présidente et porte-parole voilée de l'UNEF, et puis ces affaires d'étudiantes exclues de cours par des enseignants qui finalement seront désavoués par leur hiérarchie. Alors, on a le cas à Paris 1, on a le cas à Sciences Po Aix, on a le cas dans d'autres instituts supérieurs. On sent une très vive tension, on sent des tests. C'est le moment, début des années 2010, où pour la première fois, je suis à l'époque enseignant dans le supérieur depuis presque une douzaine d'années, je vois moi-même, donc pour la première fois, des étudiants en tchador, pas en hijab, en tchador, venir assister à mon cours magistral en grand amphi, un amphi de 500 places, et se placer ostensiblement pour être vu au premier rang et venir me déposer des documents à la chaire pour être remarqué de leurs camarades. Qui plus est, une année, mon cours était filmé, donc voilà, ça se voyait bien au-delà du simple amphithéâtre. Alors cela m'amène à mon troisième et dernier point, la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire des 5-6 dernières années. Le politologue et spécialiste de l'islamisme, Olivier Roy, bien connu, dont on connaît les controverses avec son alter ego, son ennemi juré Gilles Kepel sur le djihad, me semble irréaliste lorsqu'il affirme que dans la France d'aujourd'hui, il a dit ça il y a 1 an et demi, tout le monde est partisan de la laïcité. Il dit ça, tout le monde est partisan de la laïcité. Et en fait, il n'y a pas de consensus à minima sur cette laïcité. Et le meilleur exemple, c'est Olivier Roy lui-même, qui, en 2016, dans un entretien à l'Obs,
dénonçait, je le cite, j'ai repris l'expression, la tentation totalitaire de la laïcité à la française. La tentation totalitaire de la laïcité à la française. Alors on aurait pourtant pu s'imaginer un consensus pour dénoncer le terrorisme islamiste qui nous a frappés au moment des attentats de 2015. Or, vous le savez, il n'en a rien été. Dès les grandes manifestations du 11 janvier 2015, tout le monde n'était pas Charlie, ni dans les banlieues, ni à l'université, ni dans l'ensemble de la société d'ailleurs. Toute une sociologie qui développe depuis un certain temps une culture de l'excuse inverse l'ordre de la culpabilité en faisant en fait de la société française la coupable et des frères Kouachi et d'Adama Koulibaly, le tueur de l'hypercacher, les victimes de cette société française, comme ils avaient fait de Mohamed Merah la victime en 2012. Alors, cette sociologie est très violemment prise à partie et parfois, il faut le reconnaître, malheureusement, des études sociologiques beaucoup plus solides sur les banlieues lui sont assimilées. Il y a une forme d'amalgame de l'autre camp, hein, par rapport à cette sociologie de l'excuse. Et cela a amené Bernard Lahire, qui est professeur à l'École normale supérieure, et qui lui-même jusque-là était très peu impliqué dans ces débats, c'est pas du tout un spécialiste de la laïcité à la base, Bernard Lahire, à défendre sa discipline dans un ouvrage publié en 2016 pour la sociologie et pour en finir, c'est le sous-titre, avec une prétendue culture de l'excuse. Alors, il pousse un peu loin le bouchon, me semble-t-il, dans l'autre sens. Hein. Alors, il y a de fait une forme de ritualisation des affrontements où chaque camp dispose de ses médias relais. Vous avez d'un côté Marianne et Le Point, et de l'autre, vous avez Mediapart, vous avez Politis, vous avez Slate. Dans les autres médias, c'est moins tranché. Quand vous lisez Le Monde, je vais y revenir tout à l'heure, publie des tribunes de partisans, je mets des guillemets, de la laïcité à la française, et de ceux qui sont partisans d'une laïcité plus ouverte, voire de la disparition d'une forme de laïcité. Donc là, plusieurs points de vue s'expriment. Marianne et Le Point, c'est vraiment la laïcité à la française. Mediapart, Politis et Slate, c'est plus l'autre ligne. Mais vous avez aussi une montée en violence verbale qui est accentuée par les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, et par les émissions de débat sur les chaînes d'infos qui se sont beaucoup développées dans notre pays depuis une dizaine d'années. Hein. On cherche systématiquement à faire le buzz. Il y a encore une cristallisation aussi des camps, deux camps qui ne se parlent plus, qui refusent de débattre et qui invectivent l'adversaire. Et il y a parallèlement, dernier phénomène, un brouillage politique. Avant, les choses étaient plus simples. C'est ce que j'ai esquissé au début de ma présentation. La laïcité était indéniablement un marqueur de gauche. La droite était beaucoup plus divisée sur le sujet. Aujourd'hui, c'est la gauche qui est très divisée, avec des revirements notables comme celui de Jean-Luc Mélenchon, me semble-t-il, ce qui provoque le désarroi de plusieurs des partisans de la laïcité à la française, ainsi du philosophe Henri Péniard-Ruiz, que je vous évoquais tout à l'heure, qui est un vieux compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon, qui a été même l'inspirateur, il faut le savoir, de la ligne laïque du parti de gauche quand Mélenchon s'est séparé du Parti socialiste, mais qui a été violemment pris à partie lors des, je crois que c'est les avant-dernières universités d'été de la France insoumise pour avoir défendu à la tribune le droit d'être islamophobe. Donc, il s'est fait violemment agresser. Alors, les choses sont complexes à la France insoumise. Hein. Vous savez, il y a différentes lignes. Hein. Il y a Adrien Quatennens d'un côté, il y a Daniel Obono de l'autre, hein, mais voilà, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui tranche. On est quand même dans un parti assez vertical. Et Henri Péniard-Ruiz ne se retrouve pas aujourd'hui dans la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Et puis de son côté, la droite a basculé dans le camp de la défense de la laïcité, avec cependant, bien évidemment, hein, je mets des nuances, beaucoup de nuances. Il existe toujours une droite catholique, incarnée entre autres par le Parti chrétien-démocrate, le PCD, hein, ou chez les Républicains par Bruno Retailleau, ou encore Valérie Boyer. Mais surtout, vous le savez, vous me voyez venir, un grand basculement a eu lieu depuis 15 ans au sein du Front National, en particulier depuis que
Marine Le Pen a remplacé son père à la tête du parti, avec une catho-laïcité que certains jugent ambiguë, mais qui n'en pose pas moins du souci aux restants de la classe politique et au milieu universitaire. C'est problématique pour la gauche laïque qui est accusée systématiquement de connivence parce que le Rassemblement national se retrouve souvent sur la même ligne. Et ce phénomène est très net dans les milieux universitaires où, pour parler clair, le Front national, maintenant le Rassemblement national, est un repoussoir absolu. Beaucoup à gauche déplorent que la laïcité ait été abandonnée par la gauche, par une grande partie de la gauche, à l'extrême droite, comme Catherine Kinsler, par exemple. Elle y a consacré tout un chapitre dans un ouvrage que je vous recommande, si vous l'avez lu, Penser la laïcité, en 2014. Elle tirait déjà, à ce moment-là, une sonnette d'alarme. Et puis, c'est aussi le cas du Printemps républicain, fondé en 2016 autour d'Amin El-Khatmi et de Gilles Clavreul, que vous avez invité au Collège de philosophie, qui m'a envoyé un amical bonjour avant la séance d'aujourd'hui, et qui rassemble, le Printemps républicain, un grand nombre d'universitaires, comme le plus médiatique d'entre eux, le politologue Laurent Bouvet, l'auteur, vous savez, de l'insécurité culturelle, je crois que c'est 2015, et puis plus récemment, en 2019, de la nouvelle question laïque. Alors, le Printemps républicain est très clairement positionné à gauche. Il suffit de voir d'ailleurs l'origine de ses fondateurs, il n'y a aucune ambiguïté, et il dit justement vouloir reprendre le flambeau de la laïcité que toute une gauche a abandonné. Et quand vous allez sur le site, j'y suis allé pour préparer la conférence, il dit vouloir combattre autant l'extrême droite que les communautaristes et les séparatistes, et il utilise cette expression de tenaille identitaire. Mais cela ne suffit pas, puisqu'il est accusé, le Printemps républicain, de collusion avec l'extrême droite et d'entrisme dans les sphères de l'État et de pouvoir occulte, en particulier sur Jean-Michel Blanquer et sur le Conseil des sages de la laïcité que celui-ci a institué, qui est présidé par Dominique Schnapper, autre invité du Collège de philosophie. Et alors, il se trouve que Laurent Bouvet fait partie du Conseil des sages de la laïcité, mais je suis allé voir sur la quinzaine de membres, il est, ou peut-être qu'un nom m'a échappé, mais je ne crois pas, à ma connaissance, il est le seul membre du Printemps républicain à y figurer. Et c'est pourtant l'enquête, le procès, serais-je tenté de dire, qu'a instruit, vous le savez, cette semaine, le site Slate, en prétendant avoir mené une enquête de longue haleine pour dénoncer cette collusion du Printemps républicain avec la ligne de droite de Blanquer, voire d'extrême droite du Rassemblement national. Alors, ce qui est encore plus frappant, et je vais terminer avant la discussion peut-être par ce point, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est un phénomène plus englobant qui nous vient d'outre-Atlantique, la critique des Lumières et de la raison et de tout ce qui les protège, comme la laïcité, au nom de l'identité. Donc, on va mettre en avant le genre, la race, l'intersectionnalité, un appel en fait à tout, si j'ose dire, décoloniser, une nouvelle langue qui combat l'Occident blanc patriarcal. Enfin, moi qui utilise la formule, vous trouvez ça fréquemment, et qui voudrait imposer ses idées contre précisément la laïcité jeune. Cela a pu conduire aux États-Unis et au Canada à ce que des universitaires doivent faire des excuses publiques, que d'autres soient suspendus de leurs fonctions, que d'autres encore démissionnent, voire, dans un ou deux cas, qu'ils se suicident, qu'ils soient acculés, je dis bien, au suicide. Alors, dans l'université française, Dieu merci si j'ose dire, nous n'en sommes pas encore là, mais la menace est réelle et la vigilance s'impose, refus de débat, recrutement sur des critères non scientifiques, mais idéologiques, voire exclusion de laboratoires de recherche, quand on n'est pas dans la ligne, ou à défaut, marginalisation, j'ai quelques cas, de ces laboratoires de recherche. Vous savez qu'on a voulu empêcher Marcel Gauchet, Sylviane Agacinski ou encore Elisabeth Badinter de s'exprimer dans certaines universités.
une pensée sectaire, une volonté de censurer se développe, dont le sociologue Geoffroy de Lagasnerie donne un très bel exemple lorsqu'il a déclaré en septembre dernier au micro de France Inter, je le cite, « Je suis contre le paradigme du débat et je l'assume. Il faut rétablir la censure dans l'espace public pour que les idées justes prennent le pouvoir sur les idées injustes. » Et on sait quand même, comme le même Geoffroy de Lagasnerie, avec son alter ego Édouard Louis, en septembre 2014, avait cherché à faire interdire la conférence inaugurale de Marcel Gauchet, au rendez-vous incontournable des historiens, à chaque mois d'octobre, les rendez-vous de l'histoire de Blois, à la suite de quoi, dans la foulée, 229 universitaires historiens de gauche avaient publié une tribune dans l'IB pour dénoncer, je cite, le choix d'un réactionnaire pour ouvrir les rendez-vous de l'histoire consacrés cette année-là. Il se trouve que la thématique, c'était les rebelles. Bon, c'est vrai que je le reconnais, hein, Marcel Gauchet n'est pas la figure du rebelle la plus éprouvée. Mais bon, voilà. Toujours est-il que cette forme d'ostracisme est quand même un peu curieux dans des milieux universitaires où le débat doit être la règle. Et puis c'est encore Ouria Boutelja, qui est la porte-parole du PIR, auteur en 2016 de Les Blancs, les Juifs et nous, critiqué par Jean Birnbaum, donc Le Monde des livres, pour son racisme, son antisémitisme et son homophobie, et qui a été défendu en juin 2017 par une vingtaine de personnalités, en majorité des universitaires, dont la sociologue Christine Delphi, ma collègue historienne Ludivine Bantigny, ou encore le politiste Philippe Marlière, professeur à l'UCL à Londres, hein, qui affirme, Ouria Boutelja, fièrement que ces idées sont en train de s'imposer dans de nombreux départements universitaires à travers la France. Et c'est enfin François Burgat, directeur de recherche au CNRS, qui se revendique homme de gauche, qui est spécialiste de l'islamisme et qui parle de l'islamisme, je le cite, comme une régression féconde, qui traîne par ailleurs en 2017 dans la boue les 3 femmes qui ont osé poursuivre Tariq Ramadan pour viol, et qui qualifie encore cette semaine, il y a 3 jours, je le cite, j'ai pris l'expression exprès, la laïcité française de bouillie de haine rance. Je répète l'expression, la laïcité française est une bouillie de haine rance. Alors la polémique, on le sait, et je vais terminer avec cela, s'est enflammée une première fois à l'automne dernier à la suite d'une tribune publiée dans Le Monde qui appelait à la vigilance par rapport à ces phénomènes et même à la création d'un observatoire contre l'islamo-gauchisme. Une centaine de signataires, dont Marcel Gauchet, dont Gilles Kepel, dont Dominique Régnier, dont Pierre-André Taguieff, et très rapidement une contre-tribune publiée dans le même journal Le Monde, beaucoup plus fournie, il faut le dire, hein, 30 fois plus de signataires, mais pour arriver à ce nombre, alors déjà, je ne fais pas des honneurs aux signataires, des signataires un peu moins connus que les personnalités que je viens de vous citer. Alors on va m'objecter que c'est parce qu'on ne leur donne pas suffisamment accès dans les médias, mais pour arriver à ce chiffre très très significatif de plus de 3000 signataires en quelques semaines, convocation du banc et de l'arrière-banc des doctorants enrégimentés par leur directeur. Et vous le savez, je termine avec ça, l'affaire vient de rebondir, hein, je ne vous apprends rien, puisque la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, soutenue par Jean-Michel Blanquer, demande maintenant une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Alors, ça fait enquête un peu inquisitoriale, hein, et les universitaires attachés à leur franchise et à leur liberté, y compris des universitaires qui sont en dehors de ce débat sur la laïcité, ni pour ni contre, hein, dans aucun des deux camps, se sont effarouchés. Il aurait mieux valu sans doute utiliser le terme d'étude que d'enquête. Et par ailleurs, le terme d'islamo-gauchisme est dénoncé par les universitaires qui l'incriminent comme venant de l'extrême droite. Or, c'est le politiste Pierre-André Taguieff, qui n'est pas d'extrême droite, bien évidemment, directeur d'études au CNRS, spécialiste de l'extrême droite sur laquelle il a tapé dans un certain nombre d'écrits, qu'il a forgé, vous le savez, il y a une vingtaine d'années. Malgré cela, des collègues historiens comme Pascal Blanchard, pas plus tard que cette semaine sur France Inter, ou Nicolas Offenstadt, ont comparé l'expression
avec celle de judéo-bolchevisme, utilisée dans les années 30, précisément par l'extrême droite. C'est une comparaison, je le dis franchement, qui m'apparaît d'autant plus choquante venant d'historiens qui doivent maîtriser la contextualisation. Vous savez ce qui est arrivé aux communistes et plus encore aux juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, me semble-t-il. Mes collègues universitaires incriminés par Frédéric Vidal ne sont pas prêts de subir le même sort. Par-delà le fait qu'il y a sans doute, bien évidemment, c'est ça qui est gênant, une stratégie, je ne suis pas dupe, électoraliste derrière la sortie de Frédéric Vidal, que le moment n'est pas forcément opportun et que le terme lui-même d'islamo-gauchisme n'est peut-être pas le plus approprié, quoique. Bon, mais admettons. Le phénomène dénoncé, on va peut-être en reparler, existe, me semble-t-il, bel et bien. Alors voilà, ce panorama est sans doute beaucoup trop bref et lacunaire. J'ai essayé à peu près de tenir le temps, j'ai un peu dépassé, excusez-moi, Pierre-Henri et Éric, mais j'ai essayé de faire ressortir quelques points pour initier justement le débat que l'on va avoir. Alors, je voudrais simplement, avant que le débat ne commence, ajouter pour finir que parmi les universitaires spécialistes de la laïcité, beaucoup restent en dehors du débat, et parmi eux, beaucoup d'historiens. Alors, il est décédé aujourd'hui, mais je citerai Émile Poula, qui jamais n'a pris parti pour un camp ou pour l'autre, Jacqueline Lalouette, Patrick Cabanel et beaucoup d'autres, mais c'est peut-être, et je m'en excuse devant vous, un effet déformant lié au fait que j'appartiens moi-même à cette discipline qui me fait dire, nous ne sommes pas au-dessus de tout soupçon, mais que les historiens sont moins impliqués que par exemple les sociologues, ou plus partagés en tout cas. Voilà, je vous remercie.